Salut les CN, merci de soutenir le format depuis qu'il a commencé sous cette forme il y a un mois. On continue avec de nouvelles anecdotes Dragon Ball. Avec comme date aujourd'hui, le 26 mars. Le 26 mars 1986, la légende est arrivée. Ah, on est déjà aux épisodes où les Dragon Ball sont réunis? Mais non, je te parle de Yamcha. Ah oui. Il est apparu pour la toute première fois dans cet épisode 5 de Dragon Ball en tant qu'antagoniste. Avec Puer, il forme un duo de bandits du désert détroussant les voyageurs. C'est aussi le premier duel entre Goku et Yamcha, et Goku se fait quand même envoyer valser par l'attaque de Yamcha. Mais faut dire que la fin le tiraillait. Le combat est interrompu lorsque Bulma se réveille de sa courte sieste et que Yamcha, qui est ultra timide en présence des filles, se fige et tombe red down. C'est à partir de là qu'il n'aura de cesse de revenir à la charge d'ailleurs. Faut dire qu'entre les capsules que le petit groupe possède, la force intrigante de Goku qui possède le Nyoibo du célèbre Son Gohan, la jolie fille, et les Dragon Ball dont il entendra ensuite parler, Yamcha a clairement des raisons de revenir. D'ailleurs, en parlant de capsules, Oolong, c'est un sacré cachotier, car là nos héros galèrent dans le désert car ils n'ont plus de véhicule, soi-disant. Mais le cochon gardait une capsule taille M, autrement dit un gros véhicule dans sa poche. J'avoue, ça se fait pas. Mais après, le début de l'épisode nous donne quand même la clé pour comprendre pourquoi il n'était pas chaud pour révéler cette info. En effet, Bulma veut se rendre au mont Frypan, là où se trouverait la prochaine Dragon Ball. Mais compte tenu des informations qu'il a sur le terrible Gyumao, qui règne en ces lieux, Oolong n'est pas du tout chaud pour aller là-bas. Il a peut-être peur de finir en rôti de porc. Gyumao est d'ailleurs une référence au roi des Montaureaux, qui est un personnage du voyage en Occident, le célèbre conte chinois dont s'est inspiré Toriyama Sensei pour le début de Dragon Ball. Le 26 mars 2017 au Japon a été diffusé l'épisode 83 de Dragon Ball Super. Ça se passe juste après le match d'exhibition Zen. Tout le monde se réunit pour réfléchir à un plan d'action à mener pour le tournoi du pouvoir qui se profile, qui recrutait, etc. Les noms de numéro 17 et numéro 18 sont alors évoqués. C'est à cette occasion qu'on apprend que ces cyborgs ont été modifiés au niveau cellulaire. En gros, ils n'ont aucune greffe mécanique. À part la bombe que le docteur Gero leur avait implantée, en tout cas. Ça explique comment numéro 18 a pu avoir un enfant sans problème. En parlant d'enfant, c'est aussi dans cet épisode que naît Échalote... Bras. Super naissance, sans douleur. Merci Whis. Et l'info la plus WTF de la journée nous sera apportée par Shin, qui viendra nous apprendre qu'il ne doit rester que 28 planètes environ habitées par des mortels susceptibles de pouvoir être sélectionnés pour le tournoi du pouvoir. Après, il ajoute qu'il ne les a pas observés. Ça se trouve, il en a loupé plein. Après le pire épisode de DBGT selon moi, qu'on a vu la semaine dernière, voici un petit vent frais avec le TV Special Dragon Ball GT. Ah ouais, le fameux truc que tout le monde appelle l'OAV 100 ans après. Alors que ce n'est pas un OAV, comme vous l'aurez remarqué, puisque c'est un épisode spécial, un peu comme DBZ avec le TV Special dédié à Bardock et l'autre dédié au passé de Trunks. Ici le sujet c'est l'héritage et la descendance de Goku, des années après que tous nos héros ont disparu. Il ne reste guère que Pan, devenue grand-mère adoptive d'un petit Goku, qui est son descendant qu'elle élève pour qu'il soit un bon garçon, brave et courageux. Elle lui a même donné le prénom de son grand-père. Techniquement, ce petit est donc l'arrière-petit-fils de Goku. C'est compliqué, l'info n'est pas très claire dans le TV Special, mais l'épisode 64 de Dragon Ball GT, dans lequel le descendant de notre Goku réapparaît, atteste qu'il est le petit-fils du petit-fils du petit-fils de Mister Satan. Et donc naturellement de Goku aussi. Le petit-fils du petit... Hein? Rien compris non plus. Mais ça fait pas beaucoup de pourcentage de 100 Saiyan tout ça. Malgré tout, il parvient à se transformer en Super Saiyan sans problème à un moment donné. Et ça encore heureux, sinon il était mort, puisque le mont Paozu, laissé à l'abandon, est devenu le repère de scélérats. Pas des rats, des sangliers géants, des grenouilles et des rapaces. Ok. Vous l'aurez compris, Grand-mère Pan et sa descendance vivent à Satan City. Pas concrètement la ville où vivait la famille de Pan avant la construction de cette maison au mont Paozu. Et notre petit Goku devra donc partir en quête des Dragon Ball jusqu'au mont Paozu pour sauver sa grand-mère Pan qui est malade. Enfin, soyons clairs, lui non plus n'a rien compris. Ah, cette histoire d'arrière-grand-père? Ça je sais pas, mais il a clairement pas capté les informations données par sa grand-mère, qui n'est pas au sens propre du terme sa grand-mère d'ailleurs, mais ça change pas qu'il a cru qu'il n'existait qu'une seule Dragon Ball. Ah, quelle déception qu'il va avoir quand il verra qu'il ne pourra pas formuler son souhait. Non mais il a quand même le bonheur de rencontrer son ancêtre Goku, qui apparaît tel un mirage, un souvenir, un fantôme, en tout cas belle apparition. Et beau départ, car aussitôt venu, aussitôt parti. Fun fact, l'avion à bord duquel arrive Pan à la fin de l'épisode spécial est un modèle similaire à l'avion de Videl qui apparaît dans DBZ. Sauf qu'ici, il s'agit d'un véhicule de la police et qui semble muni d'un propulseur semblable au Thunder Rocket du General Blue par exemple. Et l'histoire avec Mamba, la jeune femme de la forêt, vous savez qu'il l'accueille avec son ami Pac, rappelle les contes pour enfants tels que Hansel et Gretel, l'histoire de deux enfants perdus dans la forêt et accueillis par une sorcière qui compte les manger.
Le 26 mars 1985, les lecteurs du Weekly Shonen Jump numéro 17 de l'année ont pu découvrir le chapitre 17 de Dragon Ball. On se retrouve à Champignonville, où on s'était laissé avec la bande des lapins qu'a défait Goku. Le boss, Toninjinka, débarque alors à la rescousse. L'appellation boss fait carrément penser au système des Yakuza. Ouais, c'est carrément ça. Cette bande, c'était un peu comme la mafia locale, qui faisait régner la terreur. Le mot utilisé pour boss, en japonais oyabun, est typiquement l'appellation qui désigne le boss d'une organisation criminelle telle que les Yakuza. Alors il fait le gangsta le gars, mais il porte quand même un uniforme traditionnel chinois pour faire des arts martiaux, mélangé avec une collerette de lapin. Je dis ça, je dis rien. Ne le sous-estime pas trop car il peut te transformer en carotte d'un simple toucher. Bulma en a fait les frais d'ailleurs. Heureusement, il peut aussi annuler le sort en tapant des mains. Ce chapitre est également bourré de références car toute l'histoire autour des lapins et de la lune est empruntée au folklore asiatique et japonais. Ah bon, comme quoi? Pour commencer, je dois d'abord expliquer ce qu'est le lapin lunaire. Également appelé lièvre de jade, c'est une forme qu'on s'imagine voir sur l'une des faces de la lune et qui a donné naissance à bien des légendes à travers le monde. Ah ouais, on dirait carrément un lapin. C'est pour ça qu'on dit que les lapins font du mochi sur la lune au Japon? C'est lié en tout cas. Le mochi est une pâtisserie gluante qu'on mange notamment pour la fête du Tsukimi au Japon. C'est justement la célébration de la lune. Cette fête est systématiquement associée à un lapin blanc. Ainsi, une légende veut que Dieu descendit un jour sur Terre sous l'apparence d'un vieil homme. C'est Dieu dans le corps de chêne en gros. Voilà, c'est ça. Affamé, il demanda à tous les animaux de la forêt de lui rapporter quelque chose à manger. Ils lui rapportèrent tous de quoi se nourrir, mais le lapin, qui n'avait ni la force de chasser ou de cueillir des fruits, décida de se sacrifier en se jetant dans le feu pour que le vieil homme puisse le manger. Mais attends, ça me rappelle quelque chose ton truc là. Ouais, c'est l'histoire que raconte Shiryu à Seiya à propos de Shun, dans l'épisode 60 de Senseiya. Punaise, chaud! C'est le cas de le dire. Touché par le geste du lapin, Dieu décida de le ramener à la vie et l'envoya vivre sur la Lune. Ah bah tout s'explique. C'est pour ça qu'on a des lapins sur la Lune. Toninjinka et sa bande iront donc y faire un tour après que Goku les y a emmenés. Avec son Yoibo, hein. C'est là qu'on voit que c'était encore qu'un gag manga au départ. Toninjinka est d'ailleurs un nom très particulier puisque celui-ci est composé des caractères lapin, carotte et transformation. Un lecteur attentif remarque donc qu'il est le lapin transformateur en carotte. Pourtant, son nom To est une lecture alternative du caractère lapin en japonais qui se lira normalement Usagi. Usagi, ça doit vous parler car même si c'est écrit différemment, c'est le nom de l'héroïne de Sailor Moon, Tsukino Usagi. Attends, elle s'appelle Tsukino Usagi? Lapin de la Lune? Tsukino c'est son nom, et Usagi c'est juste son prénom. Mais oui. Départ! Le 26 mars 1991, Son Goku était pris de colère et le deuxième round du combat contre Frieza allait débuter au sein du chapitre 318. Pour la peine, on avait une réplique sur la cover du chapitre en version pré-publiée et en version tankobon. Prépare-toi, Frieza! Malheureusement, celle-ci a été enlevée à partir de l'édition Kanzenban. As always! Et je parle pas des couches nana. C'est dans le chapitre que Goku montre qu'il a renversé la situation et qu'il s'énerve pour la toute première fois contre son fils. Ouais, en même temps, il n'avait qu'à se manier aussi. Si Piccolo meurt, Dieu aussi. Et Dragon Ball disparaîtront. Ils viennent à peine de ressusciter, ça serait bête. Le 26 mars 2004, le public japonais a pu découvrir avec surprise le jeu Dragon Ball Z Buku Tougeki sur Game Boy Advance. Sorti ensuite en dehors du Japon sous le nom de Dragon Ball Z Super Sonic Warriors. Ouais, c'est d'ailleurs sous cette appellation qu'on l'a découvert nous aussi, puisque comme vous le verrez cet été, il est bien sorti en Europe et en Amérique du Nord également. C'est un jeu de combat qui peut faire penser au Super Butoden des années 90, mais qui, pour le coup, tablait énormément sur les combats en plein ciel. C'est même l'argument commercial du jeu. Tenez, vu qu'on parle d'argument commercial, voici le spot publicitaire japonais. Game Boy Advance. Sacrée animation quand même sur ce court spot, puisqu'on a quand même eu Naoto Shishida sur ces affrontements, un sacré bon animateur de la licence. Et Buku Tougeki, c'est un titre qui fait écho à cet argument commercial du coup. Ouais, puisque littéralement ça pourrait se traduire par théâtre du combat de la danse de l'air, grosso modo. Ah ouais, Buku comme Bukujutsu, la danse de l'air. Exactement. Si vous avez appris des choses, ou si vous avez ne serait-ce qu'apprécié cette petite touche Dragon Ball quotidien, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un like. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Matane!